Culture Soccer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Soccer, un podcast un peu spécial aujourd'hui puisque comme depuis une semaine à peu près, on n'a plus de MLS à se mettre sous la dent à cause de la pandémie mondiale, mais on est là quand même pour vous divertir et essayer de parler d'autres choses pendant à peu près une heure. Je suis avec les deux autres rédacteurs en chef de Culture Soccer, avec Anthony de Varenne. Bonjour Anthony. Bonjour, ça va bien Antoine? Ça va très bien, on s'ennuie un peu à Paris en confinement, mais ça va. Au moins on a du temps pour enregistrer des podcasts. Et on est aussi avec Adi Raphaël. Bonjour Adi. Salut Antoine, salut Anthony, vous allez bien les amis? Ça va très très bien. On espère que vous êtes tous sains et saufs, où que vous soyez dans le monde. On espère que vous respectez toutes les consignes de sécurité, bien entendu. Nous on le fait, puisqu'on enregistre par Skype, même si ça change pas beaucoup nos habitudes, mais on y arrive. Et on espère pour parler un petit peu de soccer nord-américain avec vous. On vous a demandé hier sur Twitter de poser des questions, et vous avez été nombreux à le faire, donc on va pouvoir en parler tous ensemble. Et on va commencer avec celle-là de Monégasque Mag, qui est un magazine sur l'AS Monaco, pour lequel Adi et moi avions répondu à quelques questions sur les Monégasques, les Américains et Canadiens qui étaient passés par l'AS Monaco. On va diriger vers Anthony d'ailleurs pour commencer. Anthony, qu'est-ce qui t'a fait aimer la MLS à ce point? Est-ce un joueur, un événement ou une ambiance? En fait, moi, puisque je suis sur le continent nord-américain, ça l'aide à aimer la ligue. Et c'est surtout lors de voyages scolaires, je pourrais dire, là, dans mon jeune temps, environ à 12 ans, j'étais allé voir un match de l'Impact, Impact contre Dynamo de Houston, et j'avais bien aimé. Donc, à partir de ce moment-là, j'avais commencé à suivre plus ardument la MLS, que j'ai appris à aimer depuis 9 ans. C'est vraiment, votre école vous emmenait à des matchs de foot? Oui, exactement. On faisait le 2-3 heures qui séparait Québec de Montréal et j'ai dû voir à cette époque-là 2-3 matchs au moins. Là. Ouais, c'était cool comme expérience c'est une bonne idée. Et toi, Adi, est-ce que c'est un peu toi qui es aussi là-bas, est-ce que c'est un petit peu la géographie qui t'a amené à aimer la MLS? Oui et non, en fait. Ce qui s'est passé surtout, c'est que, pour ceux qui ne le savent pas, je suis supporter de l'Olympique de Marseille et depuis très très jeune. J'habitais au Liban. Et puis, quand je suis venu à Montréal, je suis venu ici en 2001, donc je suis là depuis 19 ans maintenant. Et la première chose que j'ai remarqué, c'est que, au début, le club de Montréal n'était pas en MLS. Mais à un moment donné, j'essayais de trouver quelque chose à faire. Puis je me suis dit, écoute, il y a un club ici à Montréal, qui joue dans une petite ligue qui s'appelle la NASL. On va aller voir un match. Et c'était en 2010. Et quand je suis allé là-bas en 2010, j'ai beaucoup aimé l'expérience. Surtout que en plein milieu du match, à la mi-temps, ils ont tourné un film québécois qui s'appelle Starbuck. Et on faisait un peu les figurants pour un film. J'ai vu le film qui est magnifique pour ceux qui connaissent pas le film. Il est vraiment, vraiment très, très bon. Ça s'appelle Starbuck. Très bon film. Donc, je suis tombé en amour parce que j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé quand même, le stade Saputo était pas le stade c'est pas la même chose que maintenant. Bien évidemment, il était beaucoup plus petit. Sauf que j'avais beaucoup aimé le jeu. J'avais beaucoup aimé ce qui s'est passé sur le terrain. Et puis, je savais bien évidemment que l'Impact allait faire le saut à MLS. Puis après, c'est sûr, j'ai voulu me préparer à la venue de l'Impact en MLS. Donc, j'ai commencé à suivre la MLS de plus en plus, sachant que l'Impact allait la rejoindre en 2012. D'accord, ouais, je vois. Donc, c'est un petit peu aussi la géographie et le fait que tu sois à Montréal. Pour ma part, c'est juste un voyage à Seattle, un jour de match, qui a été assez incroyable de voir la ville. Je connaissais pas trop la MLS et de voir que la ville était à fond dans son club. Je voyais des maillots verts partout dans la ville. C'était assez intéressant. Et je n'étais pas trop au courant. Du coup, je suis rentré de ce voyage qui était à San Francisco, mais on était passé à Seattle 2 jours pour un avion. Et en rentrant, je me suis commencé à m'intéresser un petit peu à la ligue, à tous les joueurs qui y étaient. Puis ça arrivait sur Eurosport en France. Et un truc qui me fait adorer la MLS, perso, c'est toutes les règles compliquées et différentes de l'Europe. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça, moi ça m'intrigue vraiment. Et puis grâce à un site qui s'appelait Soccer France aussi, qui couvrait la ligue pas mal, j'ai pu vraiment la suivre jour au jour. Donc c'était vraiment sympa. Et puis petit à petit, je commençais à écrire dessus, comme nous tous, et ça m'a un peu rapproché de la MLS. Mais donc moi c'est vraiment
juste l'exotisme un petit peu de la ligue et le fait que ça sortait un petit peu des ligues européennes que tout le monde suivait ici en France. Et donc voilà, c'est vraiment juste le cadre de la ligue et le fait qu'elle soit peu connue en Europe finalement. Une autre question tout de suite, je vais prendre celle de Atiyan P, PEVN. Son pseudo, qui nous demande, à votre avis, quelles règles de MLS empêchent un décollage accéléré de la ligue? Entre parenthèses, s'il y en a à vos yeux, réflexion plus générale sur les règles particulières de la MLS en fait. Je vais commencer avec toi, Adi, cette fois-ci. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu as une opinion là-dessus? Oui, j'ai une opinion, bien évidemment, c'est sûr. Bon, on le sait, je suis supporter de l'Impact de Montréal et bien évidemment, il y a une petite, selon moi, injustice envers les clubs canadiens avec l'histoire des cartes vertes. Bon, on sait que la Ligue a des règles très simples pour pour les joueurs qui sont américains, ils sont considérés comme des joueurs domestiques et les autres joueurs qui ne sont pas américains, ils sont considérés comme des joueurs étrangers. Il y a 8 places de joueurs étrangers. Les clubs au Canada ont quelque chose d'additionnel, c'est que les joueurs canadiens sont aussi considérés comme des clubs domestiques. Puis, il y a je vais pas rentrer dans la complication de la règle, mais bon, il y a certains joueurs canadiens qui sont considérés domestiques aux États-Unis et d'autres non, dépendamment de quand ils sont sortis de l'académie, ainsi de suite. Donc, cette histoire qui est en train de se passer maintenant, c'est qu'aux États-Unis, c'est très facile et ça devient de plus en plus facile pour les clubs américains de donner des cartes vertes aux joueurs étrangers, donc les rendant à ce moment-là, selon les règles de la MLS, domestiques. Par contre, au Canada, pour avoir l'équivalent de la carte verte, c'est la résidence permanente. C'est beaucoup plus difficile, c'est 4 ans de travail, ça prend beaucoup de temps et je trouve ça vraiment illogique. Après, bon, il y a 2 écoles. Il y a les gens aux États-Unis qui disent, c'est à cause du gouvernement canadien, ça n'a rien à voir avec la MLS. Oui, c'est vrai que pour avoir la résidence permanente, et par rapport à la green card et la carte verte, c'est vrai que c'est par rapport au gouvernement. Par contre, la règle en tant que telle, de savoir que juste les joueurs qui sont nés aux États-Unis et au Canada sont domestiques, ça vient de la MLS, ça vient pas des gouvernements. Donc, si la MLS pouvait changer ces règles-là en disant, vous savez quoi, au bout de 4 ans joués en MLS, par exemple, vous pouvez à ce moment-là devenir un joueur domestique et ne plus utiliser une place internationale, à ce moment-là, ça rendrait les choses beaucoup plus justes à travers la Ligue. Donc ça, c'est une règle qui me dérange beaucoup de ce point de vue-là. Non, je suis d'accord, c'est quelque chose qui est vraiment injuste avec les équipes canadiennes. Alors, Anthony, est-ce que toi, tu en as une qui te choque comme ça? Moi, je partage vraiment l'avis de Adi, là. C'est sûr que c'est très injuste. Sinon, vite comme ça, je pense que moi, il n'y a pas d'autres règles qui me tannent. C'est sûr que, par exemple, le cap salarial ou les DP, parfois, on peut sentir que ça freine des équipes, mais en même temps, si on veut un championnat vraiment plutôt très compétitif, qu'on ne sait jamais qui va finir dans le top 6 et tout, ça prend ce genre de règles-là. Sinon, je pense que LAFC, Atlanta serait très, très, très loin devant. Donc, vraiment, à part les histoires de green card des joueurs canadiens, là, je pense que la MLS fait quand même bien le tout avec ces règles, surtout qu'ils viennent d'abolir le pourcentage qu'ils prenaient sur les transferts. Là. Donc, non, je pense que le reste, ça va très bien. Je sais pas si tu partages mon avis, Antoine. Ouais, j'avais parlé justement de cette règle sur les salaires. Je suis complètement d'accord. Pardon, sur les transferts, je trouve ça très bien que, surtout pour les jeunes joueurs qui sont formés au club, la MLS prend beaucoup moins du montant que le club reçoit pour le transfert, et c'est bien parce que ça permet de faire un peu de formation. Je pense que Yann, quand il dit que c'est pour empêcher un décollage accéléré de la ligue, je pense qu'il pense aussi aux contraintes salariales et aux joueurs désignés. Mais perso, c'est un peu ça qui m'a plu dans le soccer américain, c'est qu'il y a vraiment il y a un certain équilibre qui se fait, malgré qu'il y ait des grosses franchises qui prennent la tête à chaque fois, comme LAFC, Atlanta ou autre. Il y a quand même une certaine équité grâce à ces règles. Et donc, je suis complètement d'accord avec toi, Anthony. Certains fans ne les aiment pas, mais moi, perso, j'aime bien justement ces règles qui rendent la ligue un peu compliquée à suivre, mais qui permettent qu'il y ait un équilibre assez fort et qui permettent que la ligue ne
coule pas économiquement ou financièrement. Exactement, il faut pas oublier aussi l'histoire, hein, l'histoire du soccer en Amérique du Nord, où effectivement la plupart des ligues qui ont été là avant la MLS, elles ont dû faire banqueroute et faire faillite et fermer parce qu'il y a eu des problèmes financiers, parce qu'il y a des investisseurs qui se croyaient beaucoup plus gros que ce qu'ils sont, puis qui donnaient des contrats faramineux à des joueurs, puis finalement ça a créé des gros problèmes financiers. Donc ces règles-là ont été mises en place exprès pour faire en sorte que cette ligue marche. Et ça a fait un peu le succès de la MLS. Puis, il n'y a pas besoin de changer ces choses-là. On peut faire ce qu'ils sont en train de faire. En plus, ils sont en train de hausser les plafonds à chaque année. Ils sont en train de hausser le minimum salarial ainsi que le maximum par joueur. Ils sont en train de hausser l'argent TAM, l'argent GAM. Bref, donc, il y a une évolution vers meilleur, mais elle est vraiment méthodique, elle est vraiment, ils la font de pas en pas. Donc moi j'aime toutes ces règles-là. Après bon, peut-être que certaines règles pourraient être un peu moins compliquées, mais c'est tout. Ouais, et puis je pense que le fait que certaines soient très compliquées, c'est pour éviter des bêtises, même si elles peuvent être compliquées pour le grand public. Mais après aussi, oui, c'est le monde des sports nord-américains. Faut pas oublier que la plupart des ligues, la NBA, la NFL ou quoi que ce soit, marchent un petit peu dans ce même système. Donc ça les rend aussi peut-être plus facilement compréhensibles pour une audience américaine qui n'a pas forcément les bases du soccer européen. On va continuer avec une autre question qui est posée par Ouellette Normand, @1grandbleu, qui demande pour ou contre une ligue commune MLS, Liga MX. Je vais commencer cette fois, je n'ai pas encore commencé. Pour moi, c'est une très mauvaise idée. De toute façon, je pense que ça sera compliqué à faire au niveau de la FIFA, mais je vois pas comment c'est possible si les clubs n'ont pas les mêmes règles en fait salariales et les mêmes contraintes. Donc, à moins que la Ligue mexicaine devienne un petit peu un circuit fermé comme la MLS ou vice-versa, je pense que ce sera très compliqué à faire, malgré le fait que la Liga MX s'américanise petit à petit. Il y avait un podcast intéressant de Lucas posé sur le fait que les ligues mexicaines font de moins en moins de promotion-relégation, que c'est un peu une fausse relégation qui se crée, mais sinon je suis plus globalement contre. Je pense que les deux ligues peuvent... De toute façon, il y a de plus en plus de partenariats en CONCACAF Champions League ou en Leagues Cup, donc je vois pas trop l'intérêt. Adi, est-ce que tu es d'accord avec moi ? Écoute, en fait, je trouve que pour la compétitivité, si jamais on est en train de vraiment d'être utopique dans un monde utopique, ce serait magnifique. Par contre, je pense pas que c'est possible que ce soit fait. Tu as mentionné certains problèmes. Moi, je veux mentionner d'autres, et c'est les déplacements. Déjà qu'en MLS et avec les 3 villes canadiennes, c'est déjà compliqué. Viens ajouter de nouveau, en plus, le Mexique. Là, on commence à avoir des gros déplacements, beaucoup de frais sur les déplacements. De plus, on sait que souvent, il y a des Mexicains qui ont du mal à avoir le visa pour rentrer aux États-Unis, pour rentrer au Canada. Là, on est en train de rentrer aussi dans ce genre de règles-là. On sait que, par exemple, on le voit déjà dans la Ligue des Champions. À chaque fois qu'il y a la Ligue des Champions et qu'il y a une équipe, pas seulement des Mexicains, mais des joueurs un peu du Honduras ou quoi que ce soit, qui viennent, qui doivent venir au Canada, qui doivent venir aux États-Unis, ils n'ont pas leur visa. Donc, finalement, les équipes, ils viennent avec moins de joueurs de ce point de vue-là. Et je pense qu'on aurait la même chose si jamais tu fais rentrer la Liga MX avec la MLS. Est-ce que ces joueurs-là qui jouent dans des équipes de la CONCACAF, souvent ils se retrouvent soit au Mexique, soit aux États-Unis, mais parfois ils peuvent pas faire ce genre de déplacement-là à cause des contraintes gouvernementales aussi. Donc, il y a plus que la FIFA, il y a le côté politique qui pourrait freiner tout ça. De plus, c'est ça, il y a point de vue compétitivité, ce serait magnifique. Mais plus que ça, je pense pas. Anthony, je sais pas si tu es d'accord aussi. C'est que c'est un problème pour toi de compétitivité aussi, ou c'est plus aussi au niveau des différentes règles des ligues? Mais moi, Adi a parlé rapidement de déplacement. C'est vrai que quand on regarde ça vraiment plus précisément, là, par exemple, si Montréal irait jouer à Chiapas ou à Veracruz, là, c'est du 5000 km de distance. Là. Donc, faudrait pas qu'il y ait des matchs aux 3 jours, sinon les blessures s'accumuleraient assez rapidement. Mais par exemple, je suis vraiment pas contre un partenariat du style
League Cup ou même peut-être un petit tournoi avant la saison. Mais encore une fois, le côté logistique est difficile parce que les saisons ne sont pas en même temps. Donc, c'est sûr, ça devient rapidement déséquilibré quand les Mexicains sont en plein milieu de saison et que les Américains ou les Canadiens n'ont pas encore effectué un match officiel. Donc, vraiment, il faudrait trouver une solution. Peut-être en fin de saison, mais en même temps, je pense que les joueurs veulent se reposer en fin de saison. Mais une grosse ligue, là, honnêtement, je vois pas qu'est-ce que ça pourrait apporter. Surtout qu'en ce moment, les Mexicains, comme en parlait a dit au dernier podcast, sont toujours un peu au-dessus de nous. Donc, je pense pas qu'une équipe comme Orlando maintenant pourrait rivaliser contre les Mexicains. Donc, essayons de développer notre championnat. Et par la suite, lorsqu'on sera fin prêt et qu'on sentira qu'il y a vraiment moyen de rivaliser à chaque match, ben à ce moment-là, peut-être qu'on y pensera, mais vraiment plus d'un côté partenariat, peut-être un gros tournoi qu'une saison complète. Là. Ouais, c'est vrai que peut-être un tournoi de fin de saison un peu en système de play-off pour faire une sorte de super play-off entre les champions MLS et mexicains avec 3-4 clubs, ça pourrait être cool. Mais c'est vrai que pour moi, le problème, ça reste le fait qu'ils jouent avec différentes armes puisqu'ils n'ont pas les mêmes contraintes salariales. Donc, à quoi bon un petit peu se faire s'affronter des personnes avec d'autres configurations? Je trouve ça un peu étrange, mais ouais. Autre question, on passe encore une question qui est assez compliquée, donc on va pouvoir y passer un peu de temps. C'est le compte français de Louis FC qui nous demande pour ou contre la relégation. Et cette fois, ça repasse sur Anthony, toi qui es justement fan de USL de deuxième division. Qu'est-ce que tu penses du débat de promotion-relégation aux États-Unis et au Canada? Pardon. Ouais, en fait, je pense que ça serait bien. Mais pas maintenant, parce que maintenant, il y a des clubs qui ont payé des centaines de millions pour entrer en MLS. Je vois pas comment on pourrait leur expliquer OK, vous avez payé voire 200 millions de dollars américains pour arriver en MLS. On instaure la promotion-relégation maintenant. Je pense que ça va prendre quelques années. Peut-être qu'il faudrait qu'il n'y ait plus d'expansion pour quelques années en MLS. Par la suite, je pense que ça va prendre un événement important, peut-être un scandale ou quoi que ce soit. Mais dès qu'il y a l'occasion, oui, je serais pour la mettre, mais en ce moment, je vois pas comment on pourrait le faire. Mais il y a tellement de beaux clubs dans les divisions inférieures. Là, moi, qu'est-ce que je propose, qu'est-ce que j'avais pensé, c'est de commencer la promotion-relégation dans les divisions inférieures, de la division, par exemple, de la NPSL ou de la UPSL jusqu'à la USL Championship. Il y a tellement de beaux clubs en Championship, en Ligue 1, en Ligue 2, comme je l'ai dit en NPSL, en UPSL, que commençons par ces clubs-là. Voyons comment ça marche aux États-Unis. Et par la suite, là, on pourrait implanter ce système dans l'élite, dans la MLS, mais pour l'instant, c'est ça. Pourquoi pas l'essayer dans les divisions inférieures avant? Là. Mmh. Avant de donner la parole à Di, juste rapidement. Pour moi, en fait, c'est un peu dur et compliqué, comme tu as dit, le fait que les franchises MLS ont payé 350 millions de dollars pour la dernière, pour Charlotte, pour entrer dans la ligue, et le fait qu'il y a vraiment un fossé en niveau. Enfin, ouais, en termes de niveau de jeu, malgré quelques bons joueurs en USL et de belles histoires, de belles franchises, il y a tout de même très peu de joueurs qui font qui franchissent ce fossé entre la MLS et la USL, et c'est aussi parce que le niveau est beaucoup moins bon. Et je trouve que ça va être très compliqué en fait de faire une promotion-relégation parce que c'est deux entités différentes, c'est des sociétés privées, les ligues. C'est pas comme en Europe où elles appartiennent En fait, ce sont des associations sportives. Là, c'est vraiment deux entités privées. Et je vois pas, comme dans les autres sports américains, je vois pas de promotion-relégation arriver, en tout cas d'ici 10-20 ans. Adi, est-ce que tu es d'accord avec Anthony et moi? Je suis d'accord que je le vois pas, bien évidemment, arriver dans les prochaines années, dans notre futur proche. Mais en fait, très sincèrement, moi, je suis tout simplement contre. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je trouve que chaque ligue, chaque championnat a ses valeurs et a son histoire. Et moi, j'ai connu la MLS comme étant une ligue fermée. Elle existe depuis 1996 comme une ligue fermée. Et je trouve que c'est dommage de changer ce système-là parce que toutes ces équipes-là, vous parlez maintenant des nouvelles équipes qui ont mis 200 millions, ainsi de suite. Mais moi, je veux parler aussi même des équipes qui sont là depuis 1996. Ils sont là en ayant pris en compte les risques, point de vue investissement,
en donnant une franchise à un club, à une ville, pardon. Et je trouve que c'est pas normal qu'on change complètement les bases de ce championnat-là. La deuxième chose aussi, c'est que ça fait différent de ce qu'on connaît déjà. Le fait d'avoir cette ligue fermée-là, c'est quelque chose, ça amène ce petit côté un peu exotique. Je sais que t'as utilisé ce mot, Antoine, au début de podcast. Ce côté exotique de la MLS qui est que les joueurs sont un peu plus relax parce qu'il n'y a pas cette relégation à la fin. Et il faut vraiment avoir la rage de vaincre pour pouvoir vaincre et non pas la peur de pas vouloir, pas tomber, pas éviter la relégation, ainsi de suite. Donc, ça ajoute une couche un peu plus complexe et c'est juste d'habitude les meilleurs qui arrivent parce qu'il faut vraiment se pousser encore plus et trouver la motivation de se pousser encore plus. C'est pas une question de survie, de gagner. C'est une question de est-ce que je veux gagner ou non. Donc bref, pour moi, c'est un côté un peu plus romantique du nouveau de la MLS par rapport aux autres ligues que j'aime garder. Donc j'aime ce côté un peu unique que la MLS a par rapport aux autres ligues à travers le monde. Après, je tiens à dire que c'est un débat quand même qui est dans les esprits au niveau du soccer américain et canadien depuis des années et des années. Hein. C'est pas un truc qu'on veut résoudre comme ça, mais juste pour que certains auditeurs ne le savent pas forcément, mais c'est un truc qui est discuté depuis des années. Mais c'est un débat qui est extrêmement polarisant, c'est-à-dire qu'à chaque fois on est dans les extrêmes entre ceux qui sont complètement contre, complètement pour. Et je trouve que ce débat aussi envenime un peu la conversation et que ça devient compliqué d'en parler sans partir dans des exagérations complètes. Mais je suis totalement d'accord avec toi, Adi. Même si c'est vrai que c'est dommage parce que ça ne récompense pas une certaine en fait le but de la promotion de l'organisation c'est aussi de faire en sorte que les bons candidats dans les petites divisions soient récompensés pour leurs efforts et il n'y a pas ce côté avec le soccer nord-américain, ce qui est dommage, mais tu as raison sur le fait que c'est quelque chose d'historique. Et puis je rajouterais aussi que c'est compliqué même en termes d'infrastructure. Anthony, tu parlais de passer du niveau amateur de NPSL jusqu'à peut-être League One ou League 2 ou Championship en USL. Il y a quand même une différence ça passe du niveau amateur au professionnel tout simplement. Donc c'est très compliqué pour certains petits clubs de devoir d'un coup payer des joueurs à un entraîneur. Et je veux dire aussi que ça, on peut l'avoir bientôt. La League One et la USL Championship, qui sont donc la D3 et D2, en ont parlé depuis longtemps. La Canadienne Premier League aussi aimerait avoir une D2 avec peut-être promotion relégation. Mais voilà, ça sera au sein de ligue privée. Et je pense que ça continuera encore comme ça pendant plusieurs années. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? On peut passer à la prochaine. Je voudrais peut-être rajouter qu'un club comme Louisville commence à être bien géré et je crois que s'il y aurait promotion-relégation, peut-être qu'il serait capable de se hisser une place en MLS avec le stade qu'ils viennent de créer. Mais c'est vrai que la USL Championship, qui est la deuxième division, là, est pas nécessairement... En fait, c'est une minorité de clubs seraient prêts à aller en MLS et c'est peut-être ça le problème. Je pense que si on prend l'exemple de la France, avec la Ligue 2, je pense que tous les clubs qui sont prêts à monter veulent monter et sont prêts à affronter la première division, tandis qu'aux États-Unis, c'est peut-être pas encore ça. Et il y a tout le circuit universitaire qui rentre en jeu avec la NPSL et tout. C'est pas des ligues qui peuvent jouer à l'année. Là. C'est seulement l'été lorsqu'il n'y a pas de saison universitaire. Donc, il y a plein de complexité avec le système américain pour l'instant. Ouais, je pense qu'on peut conclure là-dessus, mais tu as totalement raison, ça devient plus compliqué encore quand on descend les échelons inférieurs. Une autre question de pvn.@YannP. À vos yeux, quelle équipe de MLS a le meilleur système de formation aujourd'hui? Et cette fois, c'est à Adi de commencer à répondre. Adi, je te donne la parole. C'est une très très bonne question, très difficile à répondre selon moi. J'aimerais réfléchir encore un peu. Est-ce que quelqu'un d'autre peut passer avant moi? Ouais, je peux si tu veux. Moi, je donnerais je sais que depuis quelques années, c'est le modèle Red Bulls qui est surtout mis en avant, mais il y a quand même une limite et je trouve qu'ils sont beaucoup trop dépendants dessus et que ça donne une équipe avec beaucoup trop de jeunes là cette année. Donc je mettrais Dallas parce que j'ai aussi commencé à faire des recherches pour un article sur le Dallas du début des années 2010 et déjà à l'époque, ils formaient énormément de joueurs. Donc c'est pas un club qui s'est mis récemment à former comme d'autres, je pense à Toronto et Seattle qui sont un peu plus
sont mis récemment dans la formation de jeunes. Là, Dallas, ça fait très longtemps, ils savent comment faire et ils sont vraiment au-dessus en MLS pour moi. Anthony, je ne sais pas si tu as aussi d'autres clubs en tête. Moi, c'est sûr que j'ai eu la chance de lire un peu plus sur le Real Salt Lake lorsque j'avais fait mon article. Et vraiment, je trouve que le Real Salt Lake fait très bien. Ils ont signé là un total, si je ne me trompe pas, de 21 joueurs de la formation qui ont intégrés à leur équipe première. C'est surtout le système autour, je trouve qu'il accompagne très bien les joueurs à travers l'académie, la réserve, puis l'équipe première. Je pense un joueur comme Justin Glad démontre très bien ça. Là. C'est rendu un joueur clé de l'effectif. Et il vient de la formation. C'est surtout le fait qu'ils ont vu qu'au début qu'en Utah, il n'y avait pas beaucoup de joueurs. Donc, ils sont allés en Californie, en Arizona. Leur académie était en Arizona auparavant. Donc, ils ont trouvé les solutions. Maintenant, ils ont depuis 1 an ou 2, là, ils ont leur système de formation qui est revenu en Utah. Donc vraiment, c'est très bien. Ils s'adaptent à leur environnement. Et surtout, comme ils essaient d'intégrer des anciens joueurs pour accompagner les jeunes, comme, admettons, un Taylor Pay qui jouait au Real Salt Lake, était parti du côté de Louisville, si je ne me trompe pas. Il est revenu par la suite pour accompagner les jeunes chez les Monarchs. Donc, vraiment, je trouve que le Real Salt Lake fait très bien ça. Et je pense que 21 homegrown players, là, c'est très bien. Surtout que c'est pas une des équipes classiques de MLS. Là. Ils sont arrivés un peu plus tard, donc vraiment chapeau à eux. Mais il y en a d'autres très bonnes également à MLS. Ouais, effectivement. J'aime beaucoup vos deux choix. Puis juste pour faire différent, oui, les deux ligues, les deux clubs que vous avez mentionnés sont quand même très 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 intéressants du point de vue de leur centre de formation. Il y en a d'autres. On voit par exemple l'University FC qui a commencé à avoir un centre de formation quand même assez impressionnant avec des joueurs déjà signés dans des clubs européens. Pourtant, c'est pas un centre de formation qui est là depuis très longtemps. Mais moi, j'aimerais mentionner les clubs canadiens. Les clubs canadiens, je vais oublier un peu l'Impact parce que l'Impact, malheureusement, il n'y a pas de club réserve. Donc, il y a des joueurs, l'académie va super bien, mais arrivé à 17-18 ans, les joueurs, ils n'ont pas la chance de pouvoir jouer dans un club réserve. Donc, c'est un peu plus compliqué. Mais par contre, Vancouver arrive à cause du fait que Vancouver a eu plusieurs années médiocres. Ils ont réussi à lancer des joueurs dernièrement. On a vu Theo Bair l'année passée qui a vraiment été excellent en amassant des minutes à droite et à gauche. Vraiment une équipe qui a une académie quand même assez intéressante. J'ai parlé de Theo Bair qui est très bon, mais il y en a plusieurs autres. Il y en a plusieurs autres qui sont capables, qui ont été formés dans cette académie-là et qui sont capables de soit de jouer en équipe nationale canadienne ou soit au fur et à mesure faire leur trou autre part aussi. On peut parler, c'est sûr, il y avait Russell Tybert qui était là aussi. On a le deuxième gardien, Hassal qui est là ici. Baldissimo qui est passé aussi par le centre de formation. Bref, il y a plusieurs joueurs qui sont intéressants du côté de Vancouver, mais il y a aussi Toronto. Et Toronto, ça fait des années et des années qu'ils sortent des joueurs de leur centre de formation. Eux, ils ont des équipes réserves et ils ont des joueurs. On a Ayo Akinola, on a des joueurs comme Schaffelberg qui a été excellent l'année passée. Il ne faut pas oublier des joueurs comme Liam Fraser, par exemple, ou bien le joueur qui a explosé l'année passée en CanPL et qui est maintenant plus avec Toronto FC, qui était avec York 9 FC, là j'ai un trou de mémoire. Ryan Telfer. Ryan Telfer, merci beaucoup, j'ai un trou de mémoire. Bref, donc, et Jaden Nelson, là, qui vient de faire aussi sa première apparition sous l'équipe nationale canadienne. Donc, bref, j'aime beaucoup ce que Toronto fait au niveau de son centre de formation et je trouve que c'est parmi les très très bons à MLS. Oui, et si je peux rajouter sur Toronto, qu'est-ce que j'aime aussi, c'est qu'ils ont un partenariat là,
vraiment très fort avec Ontario Soccer, avec la Fédération de soccer de l'Ontario. Là. Vraiment, qu'est-ce que j'ai pu voir, c'est que le Toronto FC a beaucoup de partenariats partout à travers l'Ontario avec des clubs de jeunes et tout. Donc ça prouve qu'ils veulent vraiment bien former les jeunes, et ça partout en Ontario, pas juste dans la région là, de Toronto. Là. Ouais, je suis d'accord avec toi, ils ont vraiment fait des progrès. Et comme dit, tu as cité juste de Toronto, j'aimerais juste citer aussi certains de Dallas, parce que c'est vrai que oui, j'ai pas donné de nom du tout, mais voilà, dans leur équipe en ce moment, Reggie Cannon, Jesse Gonzalez, Julius Ferreira, Paxton Pamico, donc des mecs qui devraient partir en Europe sous peu apparemment, et puis voilà, des gars aussi qui ont formé depuis, ça fait depuis 5 ans, 5 et 10 ans qu'ils sortent des grosses pépites du centre de formation, donc voilà. On va passer sur une autre question. Est-ce que vous trouvez-vous que continuer l'expansion du nombre de franchises dans MLS est une bonne chose? Jusqu'à combien va-t-on aller? Je vais juste commencer en disant qu'il y en a 26 franchises en ce moment. 4 sont programmées pour les prochaines années. Charlotte, Sacramento, Austin et Saint-Louis. Et le commissaire de la Ligue, Don Garber, a déjà dit qu'il ne voulait pas passer 30, puis 32 ou 34. Donc c'est un peu compliqué. Je pense personnellement que sur le court terme, on ne devrait plus en avoir, je pense, pendant 1 ou 2 ans. Le temps d'avoir certains clubs comme Phoenix se stabiliser. Et puis après, pourquoi pas, hein, je pense que 32-34 serait une bonne limite. Il y a des marchés intéressants qui sont toujours là. Tampa Bay, Phoenix, North Carolina, puis certains sans club d'ailleurs du tout, Baltimore, Cleveland, des grandes villes comme ça, qui pourquoi pas ne pourraient avoir, ou Détroit, qui pourraient avoir un club. Donc voilà, pour moi c'est un petit peu, je pense que 30-34, et puis est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? C'est bien financièrement pour la ligue, ça fait plus d'investisseurs, ça fait plus de stades, plus de revenus télé, parce que plus de fanbase. Je pense pas que ça dilue le talent autant que ça, parce que ça fait plus de centres de formation, donc plus de jeunes américains peuvent commencer le soccer ou le canadien. Mais je ne vois, enfin, il y a beaucoup de gens qui disent que ça dilue un peu le talent à MLS. Je suis pas sûr, parce que depuis quelques années, on a quand même beaucoup d'expansion. Je trouve pas que le niveau soit plus bas. Il y a plus d'étrangers, mais il y a aussi beaucoup plus de centres de formation. Donc voilà, c'est un peu mes arguments. Adi, je te donne la parole ensuite. Bah écoute, je pense, si tu regardes les autres ligues sportives dans le continent, que ce soit l'Amérique du Nord avec, par exemple, je regarde le hockey, la NHL, t'as déjà 35 équipes en date d'aujourd'hui. 35 équipes, c'est 35? Non, un peu moins. 16, 24. Attends, excuse-moi là. 24, il y en a 33 en date d'aujourd'hui. Pardon. Bref, donc 33 équipes. Je pense qu'on peut aller jusqu'à, tant qu'on est à un nombre pair, je pense qu'on est capable de le faire. Après, il faut pas dépasser les 36. Je pense que le 36, c'est vraiment le gros maximum parce qu'à ce moment-là, tu peux diviser un peu la ligue en 4 divisions, par exemple, donc 2 divisions par conférence avec 9 équipes dans chacune des divisions. Mais à ce moment-là, tu agrandis les playoffs avec, au lieu qu'il y ait 7 équipes qui sont qualifiées par conférence, il y en aurait 8. Et à ce moment-là, c'est un peu le modèle qui est suivi, que ce soit en NBA, en NHL, en NFL, bref, dans plusieurs ligues nord-américaines. Je pense qu'on est capable. Après, il faut voir, faut faire attention de ne pas se retrouver avec les clubs, comment les appeler, je vais les appeler un peu les bons derniers. Ces clubs-là qui n'ont juste pas envie d'investir, des propriétaires, ils ont leur club, ils sont contents de jouir de la notoriété de la ligue en tant que telle, mais ils font pas les efforts pour ramener des joueurs, pour un peu, je sais que tu vas pas être d'accord avec moi, Antoine, mais sauf que j'ai envie d'être en désaccord. Un peu comme Houston, qui pendant plusieurs années voulait pas faire d'investissement du tout. Et on a vu comment le Dynamo s'est détérioré au fur et à mesure. Donc, ce genre de propriétaire-là et ce genre de franchise-là, il faudrait faire en sorte que ça n'arrive plus. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, tu auras toujours les mêmes dans les bas-fonds du classement si jamais tu as des joueurs, des clubs qui veulent pas investir. Après, cette année, ils ont fait des efforts, Houston, en amenant Quintero et ainsi de suite. Mais en général, ça faisait quelques années qu'il n'y avait pas d'investissement du côté du Dynamo et c'est ça qui est dangereux. Tant qu'il y a des propriétaires qui sont capables d'amener un certain
taux d'investissement assez intéressant et à faire en sorte que chaque année, il y a un nouveau, chaque année, chaque 2, 3, 4 ans, il y a un nouveau cycle qui commence et une envie de vouloir faire mieux et vouloir remporter. À ce moment-là, moi, je pense qu'on n'a pas vraiment arrêté l'expansion, mais jusqu'à un certain point. 36, je pense que c'est vraiment le nombre magique à ne pas dépasser. Ouais, je pense que de toute façon, les nouveaux investisseurs, vu les prix d'expansion, ils viennent pas pour faire du Houston Dynamo, donc je pense qu'on sera bon pour les franchises de 30 à 36. Ça m'étonnerait qu'on ait des nouvelles franchises un peu radines. Anthony, est-ce que tu as un chiffre aussi en tête? Moi, là, je trouve que 36, ça pourrait être bien, mais j'ai 2 conditions. Première condition, c'est que, comme l'a dit Adi, là, il y a des clubs présentement qui ont de la difficulté à dépenser. Mais moi, je le vois aussi du côté, par exemple, du stade et tout. Commençons à bien gérer les équipes qu'on a en ce moment. Par exemple, comme les Reds de la Nouvelle-Angleterre, trouvons-leur un stade. NYCFC, trouvons-leur un stade. Vraiment, que toutes les équipes qu'on a en ce moment soient bien gérées, soient pratiquement parfaites au niveau de la direction, de l'administration. Et par la suite, commençons à ouvrir le marché. Et deuxième condition, je pense qu'à 36 équipes, là, à ce moment, il faut seulement faire des matchs intra-conférence. Reste à voir si la MLS va vouloir faire ça. Mais vraiment, je trouve que le modèle de la USL à 18 équipes par conférence et les 10 premières sont qualifiées pour les séries, je trouve que ça fait très bien. Ça fait une saison de 34 matchs avec 4 matchs de play-off. Je trouve que ça fait très bien. Et c'est sûr, je suis un fervent supporter de la USL Championship, donc c'est sûr, j'aime le modèle, mais je trouve que ça fait assez bien. Sinon, même à 32 équipes, moi, j'irais également avec une saison intra-conférence et par la suite, ça laisse des matchs pour, pourquoi pas, faire un partenariat avec la Liga MX comme qu'on en parlait auparavant. Là. Moi, je trouve ça dommage que les clubs de conférence ne jouent pas entre eux. Déjà, cette année, il y en a tous les clubs de conférence ne se jouent pas entre eux. Je trouve ça un peu dommage. Donc, je suis plus fervent d'une saison où il y a un seul classement c'est-à-dire que les conférences se jouent régulièrement. Je ne sais pas si vous êtes d'accord ou si vous préférez 2 conférences en cas d'expansion. Moi, je suis complètement d'accord avec toi, Antoine. Moi, je trouve que c'est dommage. Moi, étant quelqu'un qui est basé à Montréal et qui va chercher ses matchs au Stade Saputo, des fois, ça me dérange. Comme quoi, il y a des clubs que je vois pas pendant 2-3 ans. Je les vois pas venir à Montréal parce que je suis supporter de l'Impact de Montréal, sauf que je suis supporter surtout de la MLS en tant que tel. Donc, j'ai envie de voir tous ces clubs jouer et puis voir pendant 2-3 ans des clubs pas faire le déplacement ici à Montréal, des fois, c'est assez décevant. Oui, mais si je peux rajouter, je pense que on est déjà à un point de non-retour parce que si tous les clubs s'affrontent, ça va faire une saison de 48 matchs. Donc, je pense que le point de non-retour a déjà été enclenché. Et déjà, je trouve que c'est un peu déséquilibré que, par exemple, Nashville affronte certaines équipes de l'Est, mais pas tous. Je trouve que si les équipes qui n'affrontent pas sont plus fortes que le reste ou moins fortes que le reste, je trouve que ça déséquilibre un peu les classements parce que c'est pas tout le monde qui s'affronte et déjà là, le classement devient biaisé. Donc, je pense déjà qu'il y a un problème à ce niveau-là. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Ouais, non, c'est un peu un casse-tête de toute façon. C'est compliqué à faire un calendrier, donc je sais pas comment tu pourrais régler ça en fait. Exactement, regarde, pense à une équipe de l'Est, d'accord? Et c'est là où je suis complètement d'accord avec Anthony, ok? On prend une équipe de l'Est, disons, on va le prendre en pif, ok? À l'Est, on va prendre Chicago, ok? Chicago, elle a son calendrier, puis finalement, elle voit que elle ne joue pas à Los Angeles, ni contre LAFC, ni contre LA Galaxy. Elle joue pas là-bas. Elle ne joue pas disons, on va dire, c'est quoi la troisième, à Seattle, et elle ne joue pas à Portland. S'entend qu'à ce moment-là, elle a un très bon calendrier. Juste le fait de ne pas jouer ces 4 équipes-là chez elle, ça fait en sorte que, écoute, Chicago, il y a déjà un avantage en partant, juste quand le calendrier est déjà sorti. Donc oui, je suis complètement d'accord avec Anthony. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver un moyen, il faut trouver un moyen pour que toutes ces équipes-là, qu'elles ont un calendrier à ce moment-là qui est logique. Peut-être que tous devraient affronter les 4 premiers
les 4 premières équipes de l'année passée, par exemple. Je sais pas. Il doit y avoir quelque chose. Il doit y avoir quelque chose qui doit se faire. J'ai aucune idée comment, mais c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. On va finir là-dessus pour cette question. Il n'y a pas de calendrier parfait. Les 2 dernières questions viennent de la même personne, Evan_Dro. Alors, une petite question, on va passer très rapidement. Quel rôle a joué Jérôme Méry dans le développement de la MLS et son rôle pour les joueurs européens? Juste rapidement, c'était juste l'agent qui mettait un peu les deux en relation et qui envoyait aussi pas mal de jeunes français en draft. Donc voilà, c'est comme ça qu'il a développé un peu la MLS en Europe. Et son autre question, c'est quel est le niveau des gardiens de but en MLS et en USL? Ça, on va pouvoir un peu en parler. Anthony, pour commencer avec toi, vu que tu es notre expert USL, est-ce que tu vois une réelle différence de niveau entre les 2 divisions à ce poste? Je crois que c'est tout ou rien. Il y a vraiment des gardiens de USL qui sont formidables. Je pense à un gardien comme Alex Tambiakis à North Carolina, que je me demande pourquoi il n'a pas encore eu sa chance en MLS. Oui, il n'est pas très bon au pied, mais il est excellent en tant que gardien. Mais oui, je dirais qu'il y a peut-être 5 à 6 gardiens de USL qui auraient le niveau. Par la suite, c'est sûr que parfois on voit des erreurs qu'on ne verrait pas en MLS. Mais non, je pense que ouais, en gros, le niveau des gardiens là, en USL est bon. Mais c'est ça, il y en a quelques-uns qui sont pas très bons et on peut le voir là, à chaque semaine, là, il y a quelques erreurs, mais ça s'améliore. Là. Vraiment, dans les 3 dernières années, j'ai vraiment vu une progression. Et encore une fois, c'est souvent des gardiens qui viennent de l'université ou des centres de formation et on veut vraiment le niveau s'améliorer. Là. Ouais, puis il y a beaucoup de jeunes aussi, ouais, comme tu le disais, des formations d'université, donc c'est normal qu'ils ne soient pas tous optimales. Adi, toi, sur ton opinion sur peut-être la MLS et le niveau des gardiens en général? Bah oui, juste en premier, j'aimerais faire juste une petite transition avec ce qu'Anthony a dit. Oui, il y a de très bons gardiens en USL. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est Mario Daniel Vega, qui est venu des Rowdies et qui est venu aux Earthquakes l'année passée. Oui, il a fait 1 ou 2 erreurs quand même assez notables, sauf qu'en général, durant la saison avec San Jose, il a eu une bonne saison et c'était un gardien de USL qui est venu et qui a pris la place de numéro 1 et qui fait très bien, qui se débrouille très bien. C'est un bon gardien de MLS maintenant. Après, en MLS, t'as les très bons. T'as des gardiens de but vraiment de très très haut niveau. On pense à Stephen Fry, on pense à maintenant il vient juste de partir le gardien de Columbus qui est parti à Manchester City, Zach Steffen. T'as aussi de très bons gardiens comme Bill Hamid par exemple, comme Andre Blake, Sean Johnson. Non, t'as vraiment de bons gardiens. Mais t'en as d'autres qui sont un peu plus médiocres selon moi et qui... Joe Bendik. Comme Joe Bendik, par exemple, mais qui est même plus titulaire, heureusement. Merci Dieu. Mais bon, bref, on a d'autres gardiens qui sont un peu bof. Et c'est ça qui est un peu dommage, tandis que je pense qu'il y a la place pour les bons gardiens de USL de venir prendre la place de ces gardiens un peu plus, disons, quelconques, on va dire. Donc voilà, non, mais en général, on peut dire une grande majorité des gardiens de MLS sont quand même assez bons. Ouais, je suis complètement d'accord. Pour moi, c'est un peu le poste de prédilection un peu de la MLS. Je pense aussi que c'est bien parce qu'on voit beaucoup de joueurs locaux à ce niveau-là. Il y a eu très peu de grands gardiens européens qui sont venus en MLS. Il y en a eu, hein. On pense à Victor Maloney ou par exemple l'année dernière, mais la plupart sont plutôt formés aux États-Unis ou au Canada et ça se passe plutôt bien. Et vraiment, quand tu regardes pendant la sélection américaine, ça a été un des postes forts de la sélection pendant des années et des années. Je pense à Tim Howard, Guzan, Casey Keller ou Zach Steffen, tous des joueurs de MLS qui sont partis ensuite en Europe pour jouer en tant que gardien de but. Donc c'est un poste qui généralement en plus attire les Européens à recruter en MLS. Alors pourquoi ça, je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que on sait que les joueurs américains parfois jouent plusieurs sports avant de devenir joueurs de soccer. Donc, est-ce que c'est le fait qu'être athlétique et peut-être d'autres sports amènent à jouer de meilleure façon au poste de gardien de but plutôt que sur le terrain avec les pieds? Je ne sais pas, mais c'est toujours été un poste fort en MLS et c'est clairement là où les joueurs locaux s'imposent beaucoup. Et donc voilà, j'espère qu'on a répondu à bien ta question, Evan. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur les gardiens de but?
Oui, j'aimerais aussi rajouter l'excellent travail aussi que les centres de formation sont en train de faire, hein, parce que tu as parlé, oui, du fait que les États-Unis, c'est plus des joueurs domestiques et du fait que effectivement les joueurs sont peut-être multisports et c'est ça qui fait en sorte qu'ils sont très bons. Mais les centres de formation sont en train de bien faire. On voit par exemple Maxime Crépeau qui est en train d'exploser au Whitecaps de Vancouver, mais il y en a plusieurs autres, hein, et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que il y a même une relève. Et je trouve ça très, très intéressant. Ouais, en effet, comme le gars de Dallas à Gonzalez ou Crépeau, comme tu dis, à Vancouver. En effet, et ben, on peut s'arrêter là parce qu'on a répondu à toutes les questions. Merci Adi, merci Anthony d'être là avec nous. J'espère qu'on a bien répondu à vos questions. Est-ce que vous avez un dernier mot pour finir ce podcast ? Oui, moi j'ai quelque chose. Oui. Non, mais merci à tout le monde pour les questions. Excuse-moi, Anthony. Merci à tout le monde pour les questions en premier. N'hésitez pas si vous voulez que durant cette période avec le coronavirus, n'hésitez pas si jamais vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde. Ça ne dérangerait pas du tout à ce qu'on les aborde. N'hésitez pas à nous en faire part. Nous, on va continuer, bien évidemment, à faire des podcasts parce que, ça nous amuse. Deux, parce qu'on trouve ça très intéressant et nous, ça nous fait changer un peu les idées. Donc, voilà. À tuer. Exactement. Anthony, est-ce que tu as un dernier mot? Oui, je dirais pour ceux qui sont en manque de soccer, n'hésitez pas à regarder de la USL Championship en rediffusion sur YouTube. Souvent, la USL même va poster des matchs marquants sur leur site web. Sinon, la MLS met des rediffusions également en direct sur YouTube. Sinon, si vous manquez vraiment d'inspiration, il y a le site Footballia également qui met des matchs là, en replay. Donc, ça risque d'être intéressant. On va pas manquer de soccer quand même, là, mais ça va être en rediffusion non plus en direct. Ouais, et puis on va vous faire de nombreux articles sur notre site. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller checker notre site et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci à tous. Restez en bonne santé. Essayez de sortir le moins possible où que vous soyez dans le monde. Et on vous souhaite une très bonne semaine. À la semaine prochaine. Ciao.